Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume. Grande est notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous parlons littérature avec Blaise Ndala, qui est notre invité de ce soir. Bonsoir Monsieur Blaise et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Auteur du livre Dans les ventres du Congo, qui est d'actualité ce soir. Qui est l'auteur, que fait-il et bien place à la biographie. Blaise Ndala est né en 1972 en République démocratique du Congo. Il a fait des études de droit en Belgique avant de s'installer au Canada en 2016. Il a publié 2 romans remarqués, J'irai danser sur la tombe de Senghor, et du livre Ottawa 2014 et 140 000 Kalachnikov 2017, lauréat du combat national des livres de Radio-Canada et du prix AAOF. Il est de signaler que Dans le ventre du Congo, paru aux éditions Seuil en janvier 2021, a été primé prix Ivoire 2021. Bien ça, M. Blaise? Autre, oui. Et comme à l'accoutumée, s'ensuit les résumés du livre. Avril 1958, lorsque s'ouvre l'exposition universelle de Bruxelles, Robert Dumont, l'un des responsables du plus grand événement international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fini par déposer les armes face aux pressions du Palais Royal. Il aura bel et bien un village congolais, dans l'un de ces pavillons consacrés aux colonies. Parmi les 11 recrues mobilisées au pied de l'Atonium pour se donner en spectacle aux figures de la jeune Tchala, fille de l'intraitable roi de Bakuba. Le périple de cette princesse nous s'est dévoilé, de son Kasaï natal à Bruxelles, en passant par Léopoldville jusqu'à son exhibition forcée en Expo 58, où l'on perd sa trace. Été 2004, fraîchement débarquée en Belgique, une nièce de la princesse disparue croise la route d'un homme hanté par les fantômes du père. Il s'agit de Francis Dumont, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles. Une section d'événements finit par leur dévoiler le secret emporté dans sa tombe par l'ancien sous-commissaire d'Expo 58. D'un siècle l'autre, le roman embrasse la grande histoire pour poser la question centrale de l'équation coloniale des passés peut-ils passer. Place à notre série de questions. La première question est donc: viendra le jour où la terre du Congo s'enivrera de son sang, tandis que s'élèvera à l'horizon l'aube écarlate de la liberté, et avant le coup fatal qui répudiera la nuit noire de sa soumission, la sueur de son front s'émêlera au torrent du fleuve Tigné. Réverdira alors, exubérante et majestueuse, la canopée de la forêt sacrée, que voilà naguère la fourbe nommée Stanley. Jadis Congo belge, État indépendant du Congo, Zaïre, et présentement RDC, bien qu'ayant eu son indépendance, pensez-vous que le Congo soit-il toujours soumis? Si oui, à qui? C'est une question philosophique, celle-là. Ça pose la question de la réalité ou de l'effectivité de l'indépendance, je pense, d'une part, et peut-être dans une certaine mesure également la question de l'appropriation réelle du destin des Congolais par eux-mêmes. Soumis, s'il est soumis, je dirais, il est davantage soumis à l'ensemble des mécanismes qui perpétuent sous une autre forme, sous une forme moderne, une forme d'asservissement, d'assujettissement ou de déshumanisation dont les Congolais étaient l'objet pendant la colonisation et qui malheureusement se poursuit après l'indépendance, à la fois par un jeu de rapport de force entre, de manière générale, les pays du Sud et les pays du Nord. On voit des situations d'inégalité dans les instances internationales, des situations d'inégalité dans le commerce sous ce qu'on appelle la mondialisation. Dieu sait si le Congo, par ses ressources naturelles, joue un rôle plutôt, en tout cas subit
les effets du libre commerce et de la mondialisation. Donc, je pense que quand on voit toutes les injustices qui sont générées par ce rapport de force, par ces échanges inégaux et inégalitaires, on peut penser que d'une certaine manière, oui, il y a des forces économiques qui soumettent encore les Congolais, en tout cas qui jouent négativement sur le devenir de Congolais. Et puis sur le plan purement psychologique, je crois qu'il y a un travail également de décolonisation mentale qui doit se faire pour que les Congolais révisitent leur histoire et voient dans quelle mesure ils doivent se délier intellectuellement de certains schèmes de pensée, de certaines représentations qui étaient celles que les Belges avaient amenées. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer, mais je pense notamment à cette forme de rengaine qu'on entend souvent lorsque les choses vont mal et que certains Congolais, y compris dans les milieux intellectuels, disent on aimerait que les Belges reviennent. Pourquoi nous avons cherché à être indépendants si c'est pour vivre ce que nous vivons? Donc c'est comme si on avait intériorisé le fait que nous n'étions pas dignes d'humanité, que nous n'étions pas dignes de prendre notre propre destin en main. Donc qu'on soit plus de 60 ans après l'indépendance à regretter d'une certaine manière, même sous la forme de la boutade, même sous la forme d'anecdote, que le Belge soit parti, bien ça rejoint les discours qu'on tient de l'autre côté de l'océan. Donc nous sommes, le Congo, toujours soumis d'une certaine façon. Et d'une certaine manière, nous sommes soumis en raison des rapports que j'ai nommés, et d'une autre manière, nous sommes soumis parce que nous avons intériorisé le fait que nous ne méritions pas de vivre libre. Très bien. Le chant chanté par les écoliers de l'école Père jésuite avait pour parole: autrefois nous étions des idiots, avec les vices tout le jour. Des chics aux pieds, la tête pleine de teigne. Merci nos révérends pères. Ou encore, nous serions des esclaves désarabisés, les Belges nous ont sauvés. Nous serions toujours dans les ténèbres, les Belges nous ont apporté la lumière. La mère Tchala, qui en écoutant ces paroles, en rit et dit: ils sont quand même incroyables, vous Belges. Nous étions peut-être des idiots, mais pas au point de choisir pour divinité un rancunier qui s'évante du privilège de rôtir dans les flammes éternelles ses propres enfants. En écrivant ces phrases, qu'est-ce que l'auteur voulait faire passer comme message? On voit clairement que l'auteur que vous êtes, c'est Mock de Coulon. C'est bien le cas? L'auteur, peut-être, oui, mais peut-être qu'il s'agit tout simplement de ce personnage, parce que je ne revendique pas chacun de mots, évidemment, que je mets dans la bouche de mes personnages, qui ont une sorte d'existence autonome, même s'ils sortent évidemment de mon esprit. J'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, donc je ne me permettrai pas de manquer de respect ou de verser dans les sacrilèges pour ce qui touche aux religions, parce que c'est une question qui touche aux religions. Mais dans la peau d'une reine de Bakuba qui subit la violence coloniale, qui voit les ravages que l'Église, que les missionnaires ont amenés dans le milieu où il vit, dans le royaume où elle vit, pardon, mais ces paroles ont un sens. C'est une manière justement de démontrer qu'au-delà de tous les discours, de ce que l'Évangile prétend apporter de positif et de salutaire pour l'âme de ces indigènes, comme on les appelait, ces gens-là n'étaient pas dupes quant au fait que le message religieux, le message chrétien n'était pas exempt de contradictions. Donc on leur prêchait la bonté divine, la miséricorde, ainsi de suite, mais les gens qui les pratiquaient leur enseignaient et eux-mêmes exerçaient une forme d'oppression qui n'était pas dans le sens de ce que l'Évangile disait. Si en plus il leur promettait un Dieu qui punissait en brûlant dans les flammes éternelles ces créatures, ça ne correspondait pas nécessairement à une idée de justice, d'autant plus que dans l'entendement bantou, dans la conception et dans la conception animiste des choses, qui est celle des bantous, on ne punissait pas les morts en allant les griller. Donc c'est comme ça que dans la bouche de cette personne qui n'a, elle, aucun respect, aucun égard avec l'Évangile, ces paroles prennent sens. Même si mon éducation chrétienne à moi, en tant qu'auteur, là vous revenez à que je suis, ne m'aurait certainement pas permis de dire ce genre de choses, au risque de choquer ceux qui, autour de moi, y compris dans ma famille, ont énormément de respect pour l'Évangile. Dans le ventre du Congo est une histoire hors pair qui retrace l'histoire du Congo, souligne les héros de nos royaumes oubliés. Avez-vous eu l'impression qu'il n'y avait pas assez d'écrits de ce genre et vous êtes senti obligé d'écrire l'histoire du Congo par un Congolais? Des histoires du Congo par des Congolais, ça serait manquer de modestie si je prétendais qu'il n'y en avait pas. Mais à l'instar de beaucoup d'écrivains, j'écris le livre que j'aurais aimé lire. Moi, j'aurais aimé lire un livre qui me parlerait de l'existence des os humains
Et la Belgique avait organisé notamment l'Expo 58, comme on le voit dans le livre, et au cours desquels des Congolais, des femmes et des hommes avaient été exposés comme des animaux, comme des bêtes sauvages, lancés à la curiosité de passants. J'aurais aimé apprendre de cela. J'aurais aimé apprendre qu'avant l'arrivée de Belges, parce qu'on a parfois l'impression, quand nous allons à l'école, que notre histoire comme peuple commence avec Diego Cao, commence avec Léopold II, alors qu'en réalité, il y a eu des royaumes, des empires illustres qui sont connus avec de grandes figures historiques que nous n'aurons pas à la mesure de ce que nous aurions dû. Donc si j'avais lu suffisamment de romans, suffisamment de fiction, si ces gens-là, ces figures-là avaient pris une place importante dans la littérature congolaise telle qu'elle est faite chez nous, peut-être que ce besoin aurait été, n'aurait pas été ressenti. Ce que j'ai le plus lu à propos de ces périodes-là et de ce royaume sont les faits souvent d'écrivains européens. Je pense à quelqu'un comme Joseph Conrad qui a écrit Au cœur des ténèbres. Je pense à quelqu'un comme André Gide, même si dans Voyage au Congo, c'est plutôt le Congo-Brazza, mais nous sommes le même peuple. Ce sont ce genre d'écrits, des aventuriers, comme on les appelait, européens, le roman de voyageurs, qui ont été les premiers textes qui ont parlé de l'Afrique coloniale et même précoloniale. Très peu de Congolais, s'il y en a, ont écrit sur ces périodes. Et donc, vous êtes quand même inspiré sur ces œuvres des autres Congolais? Très honnêtement, pour ce livre, non. Je n'en ai pas trouvé où j'aurais pu me dire, mais j'ai besoin de ce texte-là pour essayer d'aller chercher des informations, m'inspirer de tel aspect. Je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des monographies, donc des livres, soit d'histoire, soit d'ethnologie. Malheureusement, là encore, c'était pas nécessairement écrit par des Congolais. Je pense que pour ce livre, le seul livre d'un Congolais que j'ai consulté pour des besoins de recherche, c'est le livre du professeur Ndaiwel sur l'histoire générale du Congo. C'est celui-là, mais c'est un livre d'histoire pure. C'était pas une œuvre de fiction. Donc, c'est parce que je trouvais que cette dimension n'était pas suffisamment intégrée dans le corpus littéraire congolais que ce besoin est né, très modestement, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. À la 55e page, vous abordez la thématique de la femme qui devint le soleil levant avec la mère Ngokadi et la dissection matrilinéaire. Pourtant, on nous fait croire que la femme congolaise dans l'histoire n'était bonne qu'au foyer et n'avait pas de mots à dire. Pourriez-vous expliciter cette partie, cher auteur? Ben oui, vous soulevez un point qui est à la base justement de la place importante que j'ai voulu accorder aux femmes, que ce soit la reine Ngokadi, qui est une reine du royaume Kuba. Le royaume Kuba est très présent dans mon roman, que ce soit la personne de Tchala, qui est une princesse de ce royaume, ou sa nièce Nyota qui vient en Belgique rechercher les traces de Satan. Je l'ai dit comme ça, on n'a pas... Bon, vous avez fait le résumé du roman, mais ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être ne verront pas le rôle que ces personnages féminins jouent. Mais moi, c'était très important que ce soit un roman choral, mais porté par des voix féminines, parce que, justement, il est comme ça, dans l'entendement commun, il est une idée que nous véhiculons comme quoi, oui, nos femmes n'étaient bonnes que pour le foyer, n'avaient pas un rôle important dans nos sociétés traditionnelles. Parce que oui, la place du patriarcat, que je nierai pas, a toujours été prégnant. Mais ça, c'est laissé dans l'ombre toutes les sociétés matriarcales au sein desquelles des femmes, à l'instar de Ngokadi, ont eu de rôles importants. Et chez les Kuba, à cette période précoloniale, dans ces années qui sont abordées dans le roman, il y avait soit des reines, oui, de reines ou des régentes, c'est-à-dire une reine qui assume dans l'ombre le rôle du souverain ou de la souveraine pendant que son enfant, le prince ou le dauphin, attend d'avoir l'âge de régner. Ce sont des femmes qui ont eu à exercer un pouvoir politique réel. D'autres, comme Ngokadi justement, ont eu, quand elles étaient au pouvoir carrément comme reines, insufflé, dynamisé dans son cas l'art. Vous savez, les Kuba sont connus pour leur art, notamment l'art statuaire. Il y a les statues Kuba, il y a des tapis de velours que le Kuba faisait encore à travers le monde, dans beaucoup de musées. Et mes recherches m'ont permis de savoir que la reine Ngokadi, comme d'autres reines, d'autres femmes de cette époque chez le Kuba, c'était excellait dans cet art-là. Et c'est loin d'être une exception. Chez les Chokwe, chez les Mbala, dont je suis, et chez d'autres peuples du Congo, oui, des femmes, même si ce n'est pas assez dit, ont joué de rôles beaucoup plus importants que nous ne soupçonnons. Et même dans une période contemporaine, puisque le roman traverse 2 siècles d'histoire du Congo belge jusqu'au Congo d'aujourd'hui, même dans l'époque contemporaine, de femmes comme, je vais citer comme ça, à brûle-pourpoint, je pense à Mama, la femme de Simon Kimbangu, Mama Mouilou.
c'est des héroïnes qui ont joué un rôle important. Kimpa Vita. Les femmes, si nous remontons à l'ancienne période, évidemment, Kimpa Vita, ce sont des figures de proue de notre histoire. La Mama Pauline, la femme de notre héros national Patrice Lumumba, Oui. ont été des femmes que nous avons maintenues dans l'ombre, mais dont le rôle dans le cheminement vers l'indépendance du Congo n'est pas de moindre. Donc c'est un peu pour rendre hommage à toutes ces femmes des périodes anciennes aux périodes modernes que nous avons l'habitude de laisser dans l'ombre, que j'ai voulu que les voix les plus percutantes dans ce roman choral soient celles de femmes. La fête du souvenir donnée par la prêtresse en chef dans la forêt des Benanini, Marc Abedi, avait pour vocation non pas de protéger du viol, mais d'infliger une bonne leçon au bourreau. Ce dernier ira de mal en pis, défiant toutes les médecines imaginables jusqu'à se présenter chez une prêtresse cubaine, ayant hérité. Mais comment s'est-il fait que Marc de Groff a pu trouver solution auprès de la négresse Eudoxine Dombassi, elle qui pourtant était du Congo et non du Cuba? Bonne question, mais pour les auditeurs, je pense qu'ils comprennent pas très bien. C'est quoi cette fête du souvenir? C'est quoi que on les invite justement à lire les livres. Oui, comme ça, ils pourront saisir les tenants et les aboutissants de cet antidote, parce qu'il s'agit d'un antidote, donc d'un produit qui vise à arrêter les effets délétères d'un acte de viol. Alors, comment cet antidote, cette feuille, il y a une sorte de traitement, mais dont les secrets n'est détenu que par les femmes Kuba, les prêtresses Kuba. Comment se fait-il que quand Marc de Groff, donc le Belge qui viole cette princesse dans le roman, est mal pris, comment se fait-il qu'il trouve la solution? Je dis pas qu'il n'est pas Kuba. Ça vous surprendra peut-être, mais même moi qui... Vous êtes surpris? Mais je n'ai pas de réponse non plus. Ah bon? Oui. C'est pas parce que j'écris le roman que j'ai toutes les clés. Il y a des zones que je laisse comme ça, de portes fermées, et je cherche les clés, je n'en ai pas, et parfois j'ai pas envie de chercher plus loin que ça. J'ai envie que mon lecteur, quand il lira, trouve des solutions, trouve des réponses peut-être que j'ai pas. Peut-être qu'il me dise, mais vous savez pourquoi il a trouvé, et qu'il me révèle moi. Si je lance une hypothèse, parce que je n'écris pas du néant non plus, si je lance une hypothèse, je pourrais dire que Kabedi a vécu chez les Kuba. Peut-être qu'il a eu comme confidente une des prêtresses qui lui avait dit, vous savez, chez nous, si ceci arrive, si quelqu'un est victime de cette feuille, voilà ce que nous faisons. Vous savez, au Congo, les gens voyageaient, hein. Les femmes se côtoyaient. Si tu as une bonne amie à toi, elle peut te donner un secret même de son clan, que peut-être d'autres membres du clan ne connaissent pas. Ça, c'est une première hypothèse. L'autre hypothèse pourrait être que chez les Congos pourrait exister une autre feuille du souvenir qu'on appellerait sous une autre désignation. On le voit chez nous, hein. Tu vois chez le Yombe, la même recette ou le même produit, la même feuille est appelée de telle façon. Tu vois chez le Lunda, ça change, ainsi de suite. Donc peut-être que cette feuille-là existait dans sa tradition avec un rôle similaire et elle connaissait l'antidote. Mais on ne l'appelait pas ainsi. Et quand Marc de Groff lui a dit, je connais ça, je suis face à telle difficulté, il a dit, oh, mais si c'est ça, c'est l'équivalent de ceci chez moi et je sais comment résoudre ça. Ce sont des hypothèses. Dans la réalité, comment elle a su, même moi, je ne le sais pas. Ça, c'est un devoir que vous donnez à tous vos lecteurs d'aller chercher. Très loin. Exactement. Mais vous savez, la lecture, quand on parle de littérature, c'est pas comme des sciences, hein. Si j'avais écrit un livre de mathématiques ou de physique, j'ai les clés, j'ai les solutions. Et de réponses exactes. Exactement. Chose qui n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas déroger. En littérature, c'est une aventure à explorer l'imaginaire, à le féconder, à l'interpréter, à le décortiquer comme vous le sentez. Chacun avec son background, son expérience de vie, tout ce qu'il a influencé, sa perception du surnaturel. Il y a plein de choses, plein de bagages que nous portons et qui nous permettent d'appréhender le texte de manière différente. Et ça, c'est toute la beauté de la littérature. Et il faut laisser cette liberté aux gens. Il faut pas tout ramasser, mâcher pour eux, pour qu'ils puissent l'ingurgiter comme si on leur donnait une science infuse. C'est une aventure d'exploration, et tant mieux si les réponses en sont trouvées. Moi, je présente ces livres, parfois les gens viennent m'apprendre sur mon propre. Vous savez ce que vous dites là, vous savez que chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est formidable, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a écrit les livres, le livre final n'existe pas. On le construit au fur et à mesure que le lecteur en parle. Et là, il y a une traduction en anglais, hein, la copie que je venais de donner à Guy. Eh bien, même quand ça passe d'une langue à l'autre, la manière dont c'est rendu, parfois, je le redécouvre, je dis, ah, ça amène encore le texte ailleurs. Et ça, c'est génial.
tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 One FM de Encre et Plume et nous exploitons le roman dans les ventres du Congo de Blaise Ndala. Revenons-en à l'Expo 58 à Bruxelles avec les villages bantous, 11 nègres, devrais-je dire 11 Congolais exposés pour faire comme s'ils étaient en jungle équatoriale et s'y comporter comme tels. Quel était le but de ces villages bantous alors que les Russes montraient leurs biceps en métal, les Américains de même, les Français exhibaient leurs vins, mais les Belges, eux, montraient les indigènes. Pourquoi? Alors ça, il faudrait être belge pour répondre. Il faudrait être de ceux qui ont conçu ce plan-là pour savoir pourquoi ils ont choisi de montrer des Congolais. Peut-être donneront-ils une réponse plus originale que la mienne. Mais celle que je connais, celle que je donne et qui est, me semble-t-il, la plus convenue, parce qu'on a vu la même expérience, même si ces paroles qui sortent en fait de la bouche d'un des personnages du roman qui s'indigne justement de la tenue de ce village, même si ce personnage-là fait remarquer que le russe amène de la technologie, les Français de fromage et consorts. Dans la réalité, les os humains, les expositions où on a montré des nègres, les aborigènes d'Asie, des papous, toutes ces choses-là qui sont passées sur plus de 2 siècles en Europe, les puissances coloniales européennes s'y sont adonnées. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, ailleurs, ils ont exposé les Noirs, les indigènes venant des colonies. Donc, les Belges n'ont pas innové. Ce n'était pas que les Belges. Ce n'était pas que le Belge. Vous avez choisi de mettre que le Belge. Mais je raconte l'histoire de coloniale du Congo belge. Donc, j'ai choisi une exposition universelle qui se tient en Belgique, celle de 58. Donc, je parle naturellement des Belges. Mais je parle aussi des Belges parce que nous sommes une colonie belge, mais il y a quelque chose de très déconcertant pour ce zoo humain de 58 parce qu'il est le dernier sur le sol européen. Vous vous rendez compte, ce zoo humain est ouvert au parc de Heysel, là où se trouve l'atomium, où les Congolais aiment bien aller se prendre en photo. Il est ouvert 2 ans avant l'indépendance du Congo, c'est pas rien. Les Français, ça faisait un bout qu'ils ne faisaient plus ces genres d'expositions. Ça faisait quelques années. Il va y avoir quelques manifestations modernes, mais sous des formes un peu plus subtiles, dans les années 80, 90 même. Mais le grand zoo humain, le dernier sous cette forme, dans une exposition universelle, c'est à Bruxelles que ça se passe. Et quand ça se passe en 58, des personnalités congolaises qui seront nos pères de l'indépendance, Lumumba, comme dans le roman, Lumumba et d'autres sont à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles en visite. Certains, d'ailleurs, on voit, je me souviens avoir vu dans un livre d'histoire, Mobutu et sa femme, dans une voiture, en train de visiter des pavillons au Heysel. Donc, il y avait des hommes politiques congolais qui étaient là pendant qu'on exposait leurs semblables dans ce parc, dans ce village congolais, comme on l'appelait. Donc, ne fût-ce que de voir la violence coloniale s'est perpétuée à 2 ans seulement de l'indépendance, c'est vous dire que les Belges ont poussé quand même le bouchon assez loin et que nous ignorions. C'était un message fort envoyé malgré l'indépendance. Mais en fait, si on se replace dans le contexte de l'époque, 58, personne ne croit encore que l'indépendance du Congo va arriver en 60. Rappelez-vous du plan Van Blissen. Je pense que ceux qui nous écoutent savent que Jean Van Blissen avait proposé en 59, quand les Congolais ont commencé à avoir des velléités d'indépendance, que l'indépendance du Congo soit octroyée 30 ans plus tard. Vous vous rappelez le plan Van Blissen? Donc, il fallait attendre jusqu'aux années 80. Donc, dans l'actualité belge, la question de l'indépendance du Congo, c'était pas une question qui s'est discutée en termes de 3 ans. Non, on était très très loin. Les Lumumba et les autres vont brusquer les choses quand Lumumba est rappelé à la table ronde, sans refaire toute l'histoire, qui dit non, l'indépendance, nous la voulons non pas dans 30 ans, comme Blissen l'a dit, non pas dans 10 ans, mais nous la voulons maintenant. Et puis les Belges vont répondre, vous la voulez, et on se rappellera des mots de Léopold, du roi Baudouin, qui disait l'indépendance, ceux qui la veulent, ils l'auront, nous leur donnerons. Sans précipitation inconsidérée, mais sans atermoiement. La suite, on la connaît, mais oui, en 58, on ne parlait pas encore d'indépendance. La Belgique rêvait encore de demeurer pour longtemps. Encore et encore, et ne croyait pas du tout. Sa colonie, et donc c'était tout à fait normal, puisque la colonie allait continuer d'exposer ces gens-là. En écrivant dans les ventres du Congo, n'avez-vous pas eu peur de tomber dans l'ennui en remontant quand même depuis 1958? Non, je trouve que c'était un pari plutôt intéressant parce que ça me permettait moi-même, à travers mes recherches aussi, d'aller découvrir des choses de cette période-là, en tout cas de la période précoloniale que je ne connaissais pas. Et en 58, c'est encore un peu plus proche. C'était pas très compliqué de trouver de la documentation et de faire le lien entre certains événements de 58 et des événements qui se passent dans les années 2000, la période où moi-même j'arrive en Belgique pour poursuivre mes études. Je trouvais que c'était un pari plutôt stimulant intellectuellement de voir quelles étaient
les procédés par lesquels la pérennisation de cette déshumanisation des Africains et des Congolais s'était poursuivie du 19e au 20e, voire 21e siècle. Donc, un pari, disons, gagné. Ça, c'est au lecteur de le dire. Ce serait très prétentieux de faire ça. On va laisser ça à Fanny et Père Egola. Êtes-vous sûr que votre œuvre peut être utilisée comme repère quand on parle de l'histoire du Congo? Par là, je veux dire la véracité de l'histoire du Congo avec le lieu géographique et tout ce qui va avec cité dans votre œuvre. Ça peut être un début, parce que comme je l'expliquais hier lors de l'événement qu'on a tenu à Ngaliema, j'ai voulu être au plus près possible de l'exactitude historique quand j'évoque des événements comme Expo 58, quand je cite deux lieux. Je n'étais pas tenu, c'est une œuvre de fiction, j'aurais pu tout inventer. Mais comme je voulais me coller à des faits qui étaient arrivés, je les ai voulu le plus proche possible de la réalité. Après, la trame narrative, les personnages, je les invente évidemment. Certains sont réels comme Lumumba ou Lincoln. Mais ceux qui ne sont pas des personnages historiques connus, je les invente. Mais oui, ça peut être un début. Mais ne mélangeons pas les genres. C'est pas un livre d'histoire. C'est un roman, c'est une fiction qui est inspirée des faits historiques. Donc, je ne le prescrirai pas comme un livre d'histoire, mais comme un accompagnement ou un livre exploratoire qui peut vous ouvrir des horizons. À partir de là, vous pouvez aller chercher dans les monographies historiques, dans les essais, dans les mémoires, dans les livres d'histoire, pour approfondir les questions. Mais oui, les bases pour partir à la recherche ou pour avoir une compréhension sur l'histoire du Congo et de la Belgique dans cette période sont là. Il y a une certaine rigueur scientifique sur les aspects historiques de la chose, si ce n'est une rigueur certaine. Et ça, c'est vraiment à celui qui l'exploite de pouvoir découvrir la part du roman et la part du fait tel quel. Monsieur Blaise Ndala, moi je vous dis bravo, pas seulement pour le nombreux prix reçus grâce à cette œuvre, bien que les prix confirment effectivement la qualité d'une œuvre, mais plutôt bravo et merci de sortir de nos tombes l'histoire. Et c'est par ces dires que prend fin ce magazine. Nous remercions une fois de plus l'auteur Blaise Ndala d'avoir répondu présent à cette invitation d'Encre et Plume. Et c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité à votre micro et c'est l'occasion de saluer vos auditeurs et de dire au revoir à Kinshasa en espérant qu'on se revoie dans pas trop longtemps. Et où trouvez votre livre dans le ventre du Congo? Alors, comme tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ce livre, même si pour un auteur, on aimerait bien que ça soit acheté, mais si les gens veulent le lire sans débourser de l'argent, ils peuvent venir au siège des éditions Miezi à Kasavubu, c'est au croisement des avenues Sayo et Sport. Édition Miezi à Kasavubu. Pour lire gratuitement. Pour lire, oui, parce qu'il y a une bibliothèque ici et les bibliothèques, là où elles existent, elles répondent à ce genre de besoins. Hein. C'est des espaces de partage pour tout le monde. Ils peuvent venir lire. Alors ceux qui veulent avoir leur exemplaire, l'acheter, pourquoi pas l'offrir aux amoureux de la littérature ou les garder pour leur propre bibliothèque. Ça, ils peuvent le trouver chez Laesh, L-A-E-S-H. C'est une librairie très originale, ambulante. Donc ils peuvent vous amener votre livre où vous vivez. Comme ça, en éclatant des doigts. Le hic, c'est que je ne connais pas l'adresse de Laesh, mais je pense qu'en s'adressant aux éditions Miezi ou en suivant la page des éditions Miezi, parce qu'ils sont partenaires, ou en recherchant Laesh, L-A-E-S-H, sur Facebook, ils pourront avoir toutes les informations pour acquérir. Et à ma connaissance, le livre doit se vendre... je ne veux pas dire de fausseté, mais je pense que c'est $20, hein, si je ne me trompe pas. Ne manquez pas de nous suivre sur nos pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur notre chaîne YouTube Encre et Plume. Restez branchés sur la 87.8 One FM et bonne suite de programme. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.